En nombre de la Asamblea, Au nom de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue aux Nations unies à son Excellence Madame Cristina Fernandez, présidente de la République d'Argentine, et je l'invite à s'adresser à l'Assemblée. Muchas gracias. Merci beaucoup, Monsieur le Président de l'Assemblée générale, Mesdames et Messieurs les membres de cette Assemblée. Permettez-moi tout d'abord de me féliciter d'un fait qui a été particulièrement pertinent et qui s'est produit il y a quelques jours de cela, ici, pour être exact, le 10 septembre de cette année, lorsque l'Assemblée, à 136 voix pour, a décidé d'approuver les principes directeurs, les principes fondamentaux pour la restructuration de la dette extérieure des pays. Il s'est agi d'un triomphe très important. De cette façon, de nouveaux principes ont été consacrés. Et j'essaie de n'en oublier aucun. Les principes qui doivent régir le traitement et le règlement des renégociations pour un pays des dettes extérieures. Souveraineté d'un pays à décider lui-même de ses politiques macroéconomiques, mais également pour décider comment il va restructurer sa dette. La bonne foi, la transparence, l'impartialité, le traitement équitable, pour ne pas faire de distinction entre différents créanciers et que tous soient traités de la même façon. L'immunité souveraine contre des juridictions, la légitimité, la viabilité. L'un des principes peut-être le plus important, car il s'agit de payer une dette, d'honorer une dette, mais pas en causant la faim et la misère du peuple, mais au contraire par le biais d'un processus politique et économique, et avec des variables macroéconomiques qui rendent durable la croissance d'une société. Et finalement, et peut-être que c'est le principe le plus important qui manque aujourd'hui en termes de régulation pour les dettes souveraines. C'est un principe qui doit s'appliquer dans tous les systèmes juridiques internes de presque tous les pays du monde. Lorsqu'une entreprise fait faillite, lorsqu'une entreprise ne peut pas rembourser sa dette dans quelque pays que ce soit, y compris ici aux États-Unis, il existe la faillite de municipalités. Comment parvenir au consensus? Comment parvenir à une majorité qualifiée lorsque 67% des créanciers, ici et dans mon pays, des délais, des façons de rembourser ces dettes. Et lorsque ceci se transforme en loi, et lorsque ceci devient obligatoire pour les autres créanciers, 67%, je le répète. Ce principe, ici, dit également que lorsque la majorité décide d'une façon de payer, il faut que ce soit accepté par les autres. Et cet accord, ce principe, ces conventions qui ont été approuvées ici et que nous avons décidé d'envoyer à notre Parlement pour en faire un instrument de l'ordre public qui va régir le système interne de notre pays. Ce dernier a eu comme origine le défaut qu'a subi l'Argentine en l'an 2000, un des défauts de dette les plus importants de l'histoire. Le monde, à ce moment, avait une croissance économique bonne. Et pourtant, l'Argentine a fait faillite
en raison d'un endettement qui venait de plusieurs années. Pour être précise, il a commencé en 1978, lorsque l'ordre constitutionnel s'est effondré, lorsqu'il y a eu un coup d'État et lorsque cette dette a commencé à s'approfondir pendant les années 90 avec le régime de convertibilité. Lorsqu'un peso argentin valait $1 et le point culminant a été le défaut de la dette de 2001 et également la banqueroute de l'institutionnalité. En une semaine, il y a eu 5 gouvernements et pourtant l'Argentine a réussi à reconstruire son économie, sa société. Lorsque la politique a repris les commandes de l'économie à partir du 25 mai 2003. Lorsque la politique reprend les commandes, les manettes de l'économie, et lorsqu'il a été décidé de convoquer les créanciers pour une première restructuration en 2005 et une autre en 2010, sous ma présidence déjà. La première a eu lieu pendant la présidence du docteur Nestor Kirchner, qui dans cette même assemblée, lors de son premier discours, a dit que les morts ne payent pas de dette. Les morts ne remboursent pas leurs dettes et qu'il est nécessaire pour les créanciers de comprendre qu'il faut que l'Argentine puisse croître pour qu'elle puisse rembourser. Ce n'était pas une prémonition. Il n'a pas vu l'avenir. Il a tout simplement appliqué des principes économiques logiques, à savoir qu'il est impossible de rembourser une dette et s'il n'y a pas de croissance dans l'économie du pays qui est débiteur. Et c'est à ce moment-là que l'Argentine a commencé son processus inexorable de désendettement, notamment en 2005, lorsqu'il a été décidé de rembourser la dette complète au Fonds monétaire international, qui imposait des politiques macroéconomiques sur notre pays. À partir de ce moment-là, l'Argentine a commencé à croître. Et elle s'est ajoutée comme un wagon de plus à la locomotive des pays émergents, qui étaient ceux qui qui enregistraient une croissance durable de la communauté internationale. N'oublions pas que la croissance la plus importante a été due aux pays émergents, avec les géants à leur tête, notamment les géants asiatiques. Moi, lors de ma première intervention en tant que président de la République d'Argentine dans ce domaine, en 2008, en septembre 2008, j'ai dû voir comment ce train qui faisait avancer le monde grâce à une croissance durable, comment lui ajouter une locomotive supplémentaire. Vous connaissez les anciens trains qui ont 2 locomotives, c'est-à-dire, en l'occurrence, la Chine et d'autres pays qui enregistraient des taux de croissance très importants. En Chine, par exemple, 14% de croissance économique du PNB. Et en 2008, ici, à Wall Street, il y a eu un crash qui a déclenché une crise économique que nous sommes encore en train de vivre, dont nous souffrons encore, mais avec certaines différences, car la crise a commencé ici, au cœur des finances mondiales. Il s'agit des subprimes, la crise des subprimes, et ensuite la bulle a explosé en 2008. En 2009, on a vu un effondrement mondial de l'économie, à l'exception des pays asiatiques. Mais même en Amérique latine, nous avons enregistré une décroissance économique. En 2010, cette crise s'est transférée à l'euro. Et il a fallu lancer des plans de sauvetage pour les pays endettés. Mais en fait, nous savons tous qu'il s'agit d'un euphémisme. Ce que l'on a essayé de sauver, c'était les banques. Des milliers de millions de dollars ont été transférés vers les entités bancaires. Et je me souviens encore d'une discussion
que nous avons eue à Londres au G20, nous affirmions qu'il était nécessaire, oui, de sauver les banques pour ne pas retomber comme dans une dépression comme dans les années 30, 1930, mais qu'il était indispensable de mettre en place un système de régulation pour que cette marée de ressources qui a été injectée dans les secteurs financiers puisse ensuite revenir vers l'économie réelle, pour entrer dans le circuit de production de biens et de services et pour relancer l'économie et la croissance. Rien de ceci ne s'est fait, bien au contraire. La contrepartie au plan de sauvetage de certains pays a été une politique d'ajustement. Et cette politique d'ajustement qui a été imposée à la zone euro a provoqué la récession de cette zone et l'augmentation du chômage, la chute de l'emploi vers des niveaux historiques jamais enregistrés. En Italie, 25% de chômage, 50% de jeunes au chômage. En Espagne aussi, des chiffres plus de 10% de chômage. Et on a continué comme ça jusqu'à 2014, jusqu'à 2015, avec une forte chute de la demande au niveau mondial. Et c'est à ce moment-là qu'on a vu comment ce train de la crise, cette locomotive des Lehman Brothers, qui est tombé en panne ici, à Wall Street, que cette crise s'est ensuite répandue à l'Europe et vers les économies émergentes. Alors que c'était nous qui avions, pendant tant d'années, réussi à faire avancer l'économie mondiale. L'Argentine faisait partie de cette économie mondiale et de cette croissance. Et cette année, malgré les problèmes, malgré les fonds vautours et leur tyrannie, ils exigent un remboursement de 92,5% de remboursement grâce aux restructurations, avec la complicité de certains secteurs judiciaires de ce pays. Et ils ont prétendu que nous payons à un taux de 7%, 20 milliards de dollars, alors que la restructuration à 92 était de 10 000 milliards. Voyez cette logique capitaliste, voyez cette logique mathématique. Si nous avions répondu aux demandes de ces véritables vautours, de ces prédateurs, si nous leur avions payé seulement une partie de nos dettes, nous serions retrouvés dans une situation terrible. Je suis sûr qu'il existe des juges qui auraient été plus logiques et qui auraient dit ceci est impossible, il est impossible de rembourser la moitié de ce que l'on doit à un taux de 92%. D'autant plus que certains de ces bons du Trésor avaient été achetés alors que l'Argentine était déjà en défaut de paiement. Et donc, cette approbation des principes de base pour la restructuration des dettes extérieures de pays, des dettes souveraines, qui a également des antécédents avec des lois anti-vautours, par exemple dans le Royaume de Belgique. Et tout ceci ne signifie pas une aide à l'Argentine, qui est en train de rembourser 100% de ses dettes à ses créanciers. C'est une aide pour le reste du monde. C'est une tentative, la première tentative sérieuse d'imposer la raison, une régulation à un secteur tel que le secteur financier et des produits dérivés qui, sur la base de transformation de banque commerciale en banque d'investissement, n'a connu aucune intervention. C'est pour cette raison que nous disons que ce qui a été approuvé le 10 septembre représente un progrès très important qui, de plus, doit être conséquent. Parce que le monde, mesdames et messieurs, inutile pour moi de vous le dire, n'est pas en bonne forme. Il ne va pas bien. On pourrait parler de la crise des réfugiés, due, encore une fois, aux prédateurs financiers et les pays
qui n'arrivent pas à avoir une économie qui fonctionne, ce qui entraîne des flux de migration, de réfugiés, de migrants économiques, mais les réfugiés de la guerre aussi, vers les pays riches. Mais je parle également d'un processus de concentration économique inédit dans le monde. D'après le dernier rapport du Fonds monétaire international, 1% de la population a 50% de la richesse dans le monde, ici même, dans ce pays. Ce pays qui est le théâtre du rêve américain, qui souhaitait promouvoir la classe moyenne américaine. Ici, 1% à plus de 30% de la richesse. Pendant combien de temps encore ceci peut-il être possible? Comment une société peut-elle survivre avec tant d'inéquité, avec toutes les conséquences que cela a? Le président Xi Jinping a organisé une réunion sur l'égalité entre les sexes. Mais comment peut-on promouvoir l'égalité entre les sexes si la répartition des ressources est si inéquitable, De quelle égalité entre les sexes peut-on parler si l'on expulse les personnes de leur pays parce qu'elles ne peuvent plus y vivre et où on refuse également de les accueillir ailleurs? Il s'agit d'une situation dans laquelle nous devons prendre en compte les problématiques, le problème des marchés financiers et la nécessité d'injecter des ressources dans l'économie réelle pour justement créer des emplois, pour susciter la production, qui sont les grands moteurs du bien-être de la société. J'aimerais également me féliciter et féliciter également les États-Unis d'Amérique, la République islamique d'Iran et les autres membres du Conseil de sécurité, les membres permanents, plus l'Allemagne, d'être parvenus à un accord dans le domaine nucléaire qui pourrait réduire les tensions de situation et qui pourrait nous permettre d'échapper à ces conflits permanents. Nous avions beaucoup d'espoir après ces négociations. Nous espérions que cet accord allait être conclu. En 2010, Gary Seymour est venu en Argentine nous visiter. Il était le conseiller principal de la Maison-Blanche pour les questions nucléaires. Il est venu nous visiter en Argentine avec une mission, avec un objectif, que l'Argentine, qui avait fourni en 2007, pardon, 1997, pendant le premier gouvernement démocratique et sous le contrôle de l'AIEA, l'Organisation internationale pour le contrôle des armes nucléaires, avait visité le réacteur de Téhéran, le producteur de Téhéran, pardon, le producteur de matière nucléaire. Et donc, M. Seymour, qui était en pleine négociation justement pour parvenir à un accord, et pour essayer d'empêcher la République islamique d'Iran de ne plus enrichir d'uranium ou d'en enrichir moins. Et pourtant, l'Iran disait à l'époque qu'elle voulait enrichir de l'uranium pour sa centrale nucléaire. Et M. Seymour, donc, nous a demandé de fournir du combustible nucléaire vers l'Iran. À l'époque, c'était M. Ahmadinejad qui était au pouvoir, mais les négociations avaient déjà commencé. Et donc, cette personne est venue nous voir et m'a présenté cette proposition qu'il avait amenée avec lui. Et la Maison-Blanche lui avait dit que ceci allait être très difficile, étant donné la situation entre l'Argentine et la République islamique d'Iran, suite à l'attentat terroriste qu'avait subi l'attentat terroriste qu'avait subi l'Argentine en 1994.
et le fait qu'un juge avait accusé 5 citoyens iraniens d'avoir commis cet attentat. Et donc, il était impossible d'envisager une contribution de l'Argentine à ce processus de négociation, qui, je le répète, avait déjà commencé en 2010. Donc, ce conseiller est venu, je me souviens très bien, il est venu dans mon bureau, et je lui ai dit que si cette demande se faisait par écrit et signée, nous, malgré tout, nous étions prêts à collaborer parce que nous pensions qu'il était important de parvenir à cet objectif de la non-prolifération nucléaire. Vous savez parfaitement que l'Argentine fait partie d'un groupe de pays très réduit, producteurs d'énergie nucléaire. Mais nous sommes également leaders dans le domaine de la non-prolifération. Et donc pour nous, la non-prolifération nucléaire est également une question d'État. Et je l'ai indiqué à mon chancelier, et je lui ai demandé de transmettre cela à l'envoyé de la Maison-Blanche, M. Seymour. Et je lui avais dit donc que nous serions prêts à fournir ce combustible, parce qu'après tout, ce combustible appartenait à l'Argentine, et de plus, nous avions la technologie nécessaire pour fabriquer ce combustible. Nous avions dit, nous sommes prêts à donner ce combustible à condition que la demande soit écrite et signée. Et voilà ce qui s'est fait. Mais après, c'était la dernière communication que nous avons eue avec M. Seymour. Et donc, lorsqu'en 2013, l'Argentine a signé le mémorandum d'accord précisément avec la République islamique d'Iran, justement pour essayer de trouver une solution au problème judiciaire qui paralysait toute la situation. N'oublions pas que les attentats s'étaient produits en 1994, et là je parle de 2013. Donc d'autres gouvernements étaient en place, d'autres choses s'étaient produites entre-temps. Et nous, car nous sommes intimement convaincus qu'il est nécessaire de lutter contre le terrorisme, et également en raison de la mémoire et de la justice, nous voulions trouver les coupables et les juger, les punir. C'était l'objectif du mémorandum d'accord. Et pourtant, il semble qu'après la signature de ce mémorandum d'accord, on a libéré des démons. Car au fil du temps, alors que l'accord avait été signé, maintenant que cet accord est signé entre les 5+1 et l'Iran, ce n'est plus M. Ahmadinejad, mais on peut maintenant se demander pourquoi toutes ces critiques? Pourquoi n'aurions-nous pas pu négocier un simple accord de coopération judiciaire entre l'Argentine et l'Iran? Car sans cet accord, il est impossible d'extrader des citoyens iraniens. Quelles étaient les raisons? J'ai entendu cela de la bouche d'autres présidents qui ont parlé d'hypocrisie en ce qui concerne les relations diplomatiques. Beaucoup d'hypocrisie. Beaucoup de géopolitique mélangée avec d'autres choses, mais très peu d'intérêt à essayer de respecter la mémoire des victimes, de faire justice pour les victimes et leurs familles. Et plus tard, lorsque nous avons envoyé ce traité au Congrès, il a été approuvé. Et je souhaite sincèrement au président Obama que son Congrès, que le Congrès des États-Unis approuve également cet accord, ou au moins ne place pas d'entrave, car cela sera une contribution très importante à la paix dans le monde. Nous sommes très cohérents. Nous ne disons pas que ce qui vaut pour nous ne vaut pas pour d'autres. Et nous n'utilisons pas certains éléments, certains instruments qui n'ont pas grand-chose à voir avec ce que nous avons dit en ce qui concerne ou des choses que l'on pourrait dire pour essayer de nuire à l'image d'un pays. Et ce juge a estimé qu'il était viable d'entendre les accusés après cet attentat, donc. Mais tout est resté paralysé pendant un certain temps. Aujourd'hui,
Nous devons, tout ce que nous pouvons faire, c'est demander de la bonne volonté de la part de la République islamique d'Iran. Nous n'avons rien d'autre que nous pouvons faire. Nous n'avons pas d'autre instrument. Mais n'oublions pas que d'autres choses se sont produites dans mon pays, dans la République d'Argentine. Aujourd'hui, il y a également un autre jugement. Un jugement pour certains faits qu'ont dissimulé le pouvoir judiciaire et certains éléments politiques les plus élevés en 1994. Il y a des choses qui ont été dissimulées. Nous avons maintenant lancé des procès ouverts et publics. Et après le déplacement que j'ai ordonné de certains éléments du secteur du renseignement en Argentine, en raison de forts soupçons d'entraver les enquêtes et de s'opposer justement cet effort qui était enfin de faire jaillir la lumière sur ce qui s'était réellement passé, j'ai donc ordonné que certains hauts fonctionnaires renoncent à leur poste, alors que certains d'entre eux étaient en place depuis 1972. Ces personnes avaient traversé toute la dictature et différents gouvernements. Aujourd'hui, ils se trouvent ici, aux États-Unis. Et quelques jours à peine après ce déplacement de ces personnes, le procureur chargé de ce procès est décédé. Et tout ceci constitue davantage que ce que j'avais dit une fois. Moi, je pensais qu'il s'agit d'un genre d'échiquier très complexe au niveau international. Plus qu'un jeu d'échecs, c'était une toile d'araignée d'intérêt extérieur à mon pays. Une toile d'araignée où les seuls qui se sont fait attraper dans la toile étaient les plus petits et les plus faibles, alors que les autres, les plus puissants, étaient toujours en liberté. Et ce jugement oral, après 14 ans de retard, et les enquêtes suite à la mort du procureur, on commence à voir des données, des éléments d'information révélateurs de liens avec des services secrets extérieurs qui ont des comptes extérieurs et qui ont des liens avec ces fonds vautours. Et même certains membres de la communauté juive de mon pays. Je viens vous le dire sans hypocrisie. Je viens vous raconter ce qui se passe, ce qui est en train de se passer. Et il y a quelques jours à peine, nous avons demandé, nous avons convoqué l'ambassadeur des États-Unis dans notre pays pour savoir pourquoi cet ancien membre des services de renseignement ou des services secrets argentins se trouve ici aux États-Unis, alors qu'il était chargé de l'enquête depuis le tout début. À l'époque, je n'étais qu'une députée provinciale dans le sud du pays, en Patagonie. Lorsque cette bombe a explosé, cette personne était déjà chargée de l'enquête. Et maintenant, nous menons une enquête sur les liens avec ce procureur et avec d'autres personnes également. Notre ambassadrice aux États-Unis, à l'époque, sur la base des instructions de la chancellerie, a présenté des notes au département d'État et a eu des entrevues avec le département d'État également pour savoir pourquoi cette personne se trouve ici aux États-Unis, pratiquement protégée, je dirais, mais protégée contre qui, contre quoi, je ne sais pas. Et il y a quelques jours, le nouveau procureur chargé de cette enquête, de ce procès, a demandé à Interpol de donner un ordre d'arrestation de cette personne. Et donc, comme nous le faisons depuis 2007, tout d'abord le président Kirchner
et ensuite moi-même, chaque année, nous demandons la collaboration de la République islamique d'Iran pour faire toute la lumière sur l'attentat. Mais nous demandons également la collaboration des États-Unis. C'est le procureur de notre pays qui veut savoir où se trouve cette personne. Donc, comme vous voyez, tout est lié. Et il y a vraiment des cas de dissimulation, semble-t-il. Vous pourriez vous demander pourquoi je passe tant de temps à parler de cette question. En fait, ce temps est très court par rapport au temps que certaines organisations payées par les fonds vautours ont consacré pour nuire à notre image, pour faire de la diffamation contre nous. Si nous sommes complices de tout ceci, alors que va faire le président Barack Obama? Je pense qu'on ne peut plus continuer avec l'hypocrisie, le deux poids deux mesures dans le domaine diplomatique. C'est impossible. Cela ne peut plus continuer. On ne peut plus continuer à utiliser des armes, des instruments, des intrigues internationales dignes de John le Carré, mesdames et messieurs. Car vous savez bien que le monde des communications, c'est Internet, ce monde mondialisé dont rêvaient tant de personnes. On pensait que ça allait améliorer la vie pour tous. Eh bien, aujourd'hui, c'est devenu un instrument de communication très puissant pour tout le monde. C'est-à-dire que tout se sait immédiatement. On sait exactement ce qui se passe quelque part immédiatement. Et pour cette raison, l'Argentine, mon gouvernement, notre gouvernement, va continuer inlassablement à faire toute la lumière, rechercher la vérité. Nous demandons la collaboration du pays dont des citoyens sont accusés et ce pays également, les États-Unis, pour qu'ils contribuent également à faire la lumière sur la question de ces personnes qui vont devoir venir dans notre pays pour se présenter devant la justice. Mais face à ce monde de crise économique, j'ai écouté attentivement certains discours aujourd'hui, et à vrai dire, on voit que les choses évoluent à une vitesse ahurissante. Je me souviens de la dernière réunion du G20 lorsque j'ai participé. La précédente, je n'ai pas pu y participer pour des raisons de santé, mais lors de la dernière, à Saint-Pétersbourg, ceux qui luttaient contre le gouvernement de la Syrie, les combattants de la liberté, et qui auraient dû être appuyés par tout l'Occident, aujourd'hui, ces freedom fighters, dit l'oratrice, ces combattants de la liberté, font partie de l'EIL. Et je vous pose une question. J'ai une interrogation. J'ai des questions sur comment fonctionne ce groupe islamique. Qui le finance? Lorsqu'on voit ces scènes épouvantables, où des personnes sont décapitées, et lorsque l'on voit qu'il y a 3 ou 4 caméras en train de les filmer, comme sur un plateau de cinéma, on voit très bien que ce n'est pas quelque chose d'artisanal, comme le font souvent des groupes fondamentalistes avec une simple petite caméra. Non, pas du tout. C'est vraiment pratiquement comme au cinéma. On dirait un film de Francis Coppola, parfois 3, 4, 5 caméras. Il serait bon que l'on se pose la question, qui finance tout ceci? D'où vient le financement? Ceci nous aiderait à faire en sorte que le monde puisse trouver la clé pour lutter contre l'un des pires fléaux auxquels est confrontée l'humanité, à savoir les fondamentalistes, de quelque nature qu'ils soient, dogmatiques, religieux ou autres, et ceux qui considèrent leur prochain comme un ennemi, comme un objectif, comme quelqu'un qui doit être éliminé.
Je ne souhaite pas vous quitter en n'ayant parlé que de problèmes économiques, d'attentats terroristes, de complicités internationales. J'aimerais vous quitter également en rendant hommage au continent dont je suis la fille. L'Amérique latine, il y a quelques heures, était ici présent, avant moi, un président, un compagnon, un ami que j'aime beaucoup, que j'admire, le président de Cuba, Raúl Castro, qu'après 17 ans, Cuba est revenu ici avec son président, représenté par son président, à l'Assemblée générale. Et la vérité, c'est que pour nous, les membres de l'Amérique latine, de la CELAC, d'UNASUR, qui nous sommes tant battus, qui avons eu tant de discussions, qui avons tant fait pour que Cuba puisse redevenir membre des organes multilatéraux, nous pensons que c'est un triomphe de la persévérance de la région et fondamentalement de Cuba. Bien sûr, nous saluons également le gouvernement des États-Unis qui finalement a fait preuve de raison et a compris que les choses ne pourraient pas continuer telles quelles. Nous souhaitons également remercier d'autres latino-américains qui se sont également trouvés dans cette salle, ici, et qui ont peut-être plus d'autorité que nous, car ils sont assis sur le trône de Saint-Pierre à Rome. Quelqu'un qui a eu un rôle immense pour ce rapprochement entre Cuba et les États-Unis, et qui est venu ici à dire au monde, ici dans cette salle, dire au monde que le monde financier, que les finances ne peuvent pas continuer à manipuler la politique, et qu'il y a un précepte qui est compris par toutes les religions, qui est fondamental. Ne fais pas à d'autres, à autrui, ce que tu ne souhaites pas que l'on te fasse. En Amérique latine, la joie de voir à La Havane, il y a quelques jours, la photo du président de la Colombie, également le représentant des FARC, ce qui a permis enfin de mettre fin à un conflit qui dure depuis plus de 50 ans. Un conflit qui est armé. Mais les conflits politiques, sociaux et économiques ne peuvent pas être réglés avec les armes. On règle ces conflits en parlant et en respectant les autres. Et je me félicite de faire partie de cette région d'Amérique latine où nous n'avons pas de conflits religieux ni culturels. Nous sommes tous des fils ou des petits-fils d'immigrés. Et nous avons même des migrations internes. Dans mon pays, les universités nationales publiques et gratuites reçoivent des étudiants de l'ensemble du continent. Nous ne levons pas le carton rouge à qui que ce soit, parce que nous pensons qu'il est nécessaire de contribuer à un monde plus juste. Et c'est pour cette raison que je dis que l'Amérique latine, qui a peut-être été dans le passé l'emblème de l'inégalité, mais que maintenant, le continent qui est maintenant est composé de pays démocratiques, populaires, que certains appellent populistes. Nous faisons tous des efforts dans le domaine de la santé, de l'éducation. Aujourd'hui, nous sommes un continent en pleine croissance. Nous sommes un continent qui s'intègre de plus en plus. Et peut-être que cette contribution de l'Argentine, lorsque nous avons réussi à reconstruire notre pays, aujourd'hui, nous allons avoir en Argentine une croissance de 2,7% de PIB. Mais l'inclusion, la croissance, le développement, la production, le commerce, tout ceci ne va pas pouvoir
être stimulé sans que l'on incorpore les millions de personnes qui n'ont pas de travail, si l'on n'augmente pas le salaire de ces millions de personnes qui ont un salaire de misère, si l'on ne respecte pas les droits des enfants. Donc, en résumé, avoir une société plus juste, plus équitable et plus égalitaire. Merci beaucoup à chacun d'entre vous. En nombre de l'Assemblée. Au nom de l'Assemblée générale, je remercie la présidente de la République d'Argentine pour la déclaration qu'elle vient de prononcer. Je prie les représentants de rester à leur place pendant que nous prenons congé de la présidente de la République d'Argentine.